suis Jean-Luc Coudray, auteur, essentiellement auteur de livres, d'écrits. J'écris quand même beaucoup de manière humoristique, c'est presque malgré moi. Il y a une partie surréaliste, poétique, mais il y a toujours quelque chose d'humoristique dans mes écrits. Je suis Philippe Coudray. Moi c'est pareil, je fais de l'humour malgré moi. Alors je suis beaucoup plus dans la bande dessinée et l'illustration et la peinture que mon frère. Ma principale série c'est L'Ours Barnabé, pour lequel je fais les scénarios, où il y a le moins de texte possible, parce que c'est un peu une forme de dessin d'humour décliné en quelques cases, si possible sans parole, et avec tout de même un peu de texte. Donc je suis aussi dans l'humour, à tel point qu'on me demanderait de dessiner une bande dessinée sérieuse, je pense que j'en serais incapable. Alors cet essai autour de l'ours Barnabé, je l'ai écrit alors d'abord à cause d'un prétexte qui était la publication du 1000e gag de l'ours Barnabé, donc de mon frère Philippe, à l'occasion de la sortie du tome 21 de l'ours Barnabé, également du tome 5 des intégrales de l'ours Barnabé. Donc c'était un petit peu l'occasion de fêter l'événement en produisant un livre en plus autour de sa série. D'un point de vue personnel, j'ai eu envie de faire ce texte parce qu'on s'aperçoit lorsqu'on écrit, qu'on dessine, qu'on est auteur dans le registre de l'humour, que l'humour est considéré presque comme un style unique, alors que c'est un genre, et les humoristes sont toujours comparés les uns aux autres. On est comparé à Pierre Dac, on est comparé à Philippe Gueluc, à Alphonse Allais, alors que ce sont des types d'humour extrêmement différents. L'humour a plein de registres, ça peut être l'absurde, ça peut être le non-sens, ça peut être le comique, ça peut être le trait d'esprit. Et je trouve que le travail de mon frère a quelque chose d'extrêmement singulier, et j'ai voulu essayer de le démontrer en analysant ses gags et aussi en interviewant mon frère au sujet de ce livre. Pourquoi le frère? Alors on va dire que c'est évidemment un sacré délit de copinage, mais en même temps j'ai deux raisons pour légitimer cette position. Bon, la première c'est que d'abord je suis auteur moi aussi de textes et de dessins d'humour ou de strips humoristiques, et que donc j'ai une sensibilité qui est quand même exercée sur le sujet. Et puis d'autre part, étant le frère de Philippe, je suis un peu dans les coulisses de sa création, donc c'est un point de vue qui est à la fois proche et en même temps distant, puisque je ne suis malgré tout que son frère. Au départ, c'est un personnage qui m'avait été demandé, alors ça date d'assez longtemps, parce que c'était en 1980, par une revue qui était distribuée dans les écoles, qui s'appelait Ami Cop. Comme j'ai toujours beaucoup aimé la nature et la montagne, j'avais envie de faire un personnage vivant dans une nature sauvage. J'ai fait un ours, et j'ai pas du tout pensé à cette époque au fait que l'ours c'est un personnage qui est assez courant finalement dans les histoires pour enfants, il y a l'ourson, etc. Au départ, mon ours était vraiment un ours sauvage vivant en pleine nature, au même titre que l'ours des Pyrénées, et il marchait à quatre pattes. Et puis au fil des histoires, il s'est redressé un peu comme l'homme préhistorique qu'on voit sur les dessins qui se relèvent petit à petit pour devenir bipède. Et le besoin de trouver des gags nouveaux m'a obligé à le sortir de temps en temps de sa forêt, et donc on peut le voir en ville, on peut le voir partir sur Mars, et c'est devenu un personnage, on va dire, humanisé. Oui, humanisé, et qui peut être utilisé dans toute situation. Barnabé est un personnage heureux. C'est à la fois on va dire un homme et un animal, puisque c'est un ours qui est humanisé. Donc il profite de l'aspect animal, il vit dans son environnement, il n'a pas de prédateur, il se nourrit avec des fruits. Donc il n'a absolument aucun besoin, on va dire, physique, ni matériel. Et en même temps, il est parfaitement intégré dans son environnement. Donc c'est un ours qui n'a aucun manque, aucune demande. C'est dans cette absence de manque et de demande que va se construire plus de 1000 gags qui sont en fait uniquement sur le mode du jeu, uniquement sur le mode de l'interrogation, quelque chose qui est sur le mode purement du bonheur. Souvent dans les séries humoristiques ou dans les dessins d'humour satirique, etc., on va se moquer de la bêtise. Alors soit ça va être la bêtise de gens dont on va se moquer dans le cadre des dessins humoristiques d'actualité, soit c'est les personnages eux-mêmes qui sont souvent un peu benets, un peu idiots, qui vont du coup provoquer des situations humoristiques. Or, l'ours Barnabé, on rit de son intelligence. Donc il est ni naïf ni maladroit, c'est juste les astuces qu'il développe pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent lui-même qui vont finir par déclencher le rire.
Donc c'est un rire sur l'intelligence et sur une dimension comique de l'intelligence, ce qui me paraît être tout à fait original dans le cadre des registres d'humour qu'on a l'habitude de voir. C'est présenté comme une bande dessinée, et c'est aussi présenté comme une bande dessinée pour enfants. Et c'est une bande dessinée, je trouve, complètement pour adultes, vu la richesse et puis l'élaboration des gags. Elle a en outre la qualité d'être compréhensible par les enfants. Alors c'est vendu dans le registre pour enfants parce que éditorialement c'est ce qui marche le mieux. Et là il y a une confusion alors, au niveau du dessin parce que c'est un dessin qui est un peu dans l'esprit du dessin d'humour, mais quand je dis dessin d'humour, c'est le dessin d'humour intemporel, donc pas le dessin d'humour d'actualité, tel qu'il était décliné autrefois par des gens comme Chaval, comme Bosque, comme Sampé. Il y a un esprit ligne claire, un esprit poétique, avec aussi de belles couleurs. Et malheureusement aujourd'hui, quand on est dans la lisibilité et la gaieté, c'est associé pour enfants. Comme si ce qui était pour adultes devait obligatoirement avoir une certaine dureté, une certaine laideur. C'est une œuvre absolument pour tout le monde, qui en plus, pour moi, alors ne relève pas totalement de la bande dessinée, ça relève plutôt du strip, puisque ce sont des gags en vraiment quelques cases. Il y a juste le minimum pour qu'il y ait une narration, mais la narration est au service du gag. Le but n'est pas de raconter des histoires. Comme les narrations sont prétextes, au fond, l'os n'a pas d'histoire. Et du coup, il est hors du temps. Il ne vieillit pas. Et les histoires ne sont que des histoires très courtes pour des gags. C'est un personnage qui a quelque chose d'un peu abstrait, dans lequel tout le monde peut se projeter, puisqu'il ne va pas être singularisé par un destin particulier en fait. Il a là une espèce de liberté de principe. Comme il y a quand même un petit développement, il existe quand même un personnage. Alors que dans le dessin d'humour, il n'y a pas de personnage, puisque c'est des dessins uniques et ce sera n'importe qui va se trouver en situation. Alors que là, il y a quand même un personnage qu'on va retrouver au fil des histoires, accompagné du lapin, qui est un peu son contrepoint. Dans l'ours Barnabé, il y a très peu de personnages récurrents. Alors bon, les deux principaux, évidemment, c'est l'ours, mais il y a aussi le lapin, alors qui est un peu son contrepoint. Alors bien sûr, Philippe va expliquer qu'il est petit pour laisser la place à la bulle. Il est petit, donc c'est un petit peu un enfant. On a l'impression que l'ours, c'est le papa, et que le lapin, en fait, c'est son enfant. En même temps, il n'est pas du tout idiot. Et puis c'est un animal adulte qui a lui aussi des qualités d'autonomie. Il suffit qu'il broute et puis tout va bien. Et au fond, ça me paraît être un peu une revalorisation de l'enfant, parce que c'est un enfant qui n'est pas du tout idiot, qui pose les bonnes questions, qui n'est pas dupe si Barnabé essaie de l'entourlouper d'une manière ou d'une autre. Je trouve que le lapin, ça défend un peu l'idée qu'il y a une sorte d'autorité de l'enfant, qui est l'autorité d'une vie autre qui arrive, qui a ses propres points de vue, sa propre capacité d'invention, et qui va toujours être différent de ce que les parents attendent, en fait. Et aussi bien les enseignants. Parce que quand on veut enseigner à un enfant, on est un peu celui qui sait tout devant quelqu'un a priori qui sait rien. Et c'est là que souvent on va se heurter au fait que l'enfant, il va nous imposer des points de vue qu'on n'a pas prévus. Quand l'ours s'adresse à des enfants, c'est des oursons, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et je t'avais dit pourquoi des oursons et pas le lapin. Et tu m'as dit parce que le lapin, lui, n'est pas idiot. Le lapin est un enfant adulte, oui, qui a au fond la capacité de compréhension ou voire la capacité d'humour d'un adulte, parce qu'on a tendance à trop, je trouve, dévaloriser les enfants en fait. L'ours Barnabé a un esprit effectivement assez scientifique et assez logique. Philippe lit beaucoup en fait de livres scientifiques sur la physique, l'astronomie, tout ce qui est zoologie, nature, etc. Mais je serais tendance à dire que les enfants ont l'esprit très très logique. La science, en gros, l'objet de son étude, c'est quand même la nature. Et l'ours Barnabé, il est dans la nature, il a un esprit logique et il est un peu comme une sorte de scientifique qui va étudier toujours au fond la nature. C'est peut-être une manière d'aborder le monde sur un mode qui est à la fois humoristique, ludique mais logique. Avec des gags la plupart du temps visuels, il va dévoiler des choses. On pourrait presque dire que le principe de la science, en fait l'un des intérêts de la science, tout ce qu'elle peut expliquer, permet de mieux définir ce qui échappe à toute explication. Donc l'intérêt de progresser dans la connaissance, c'est une manière d'isoler la partie mystérieuse de la réalité et de la voir d'une manière plus claire. D'où le fait que le savoir et la connaissance, tu ne le prends pas au sérieux. C'est pour ça que c'est sur un mode humoristique. Alors peut-être, oui, c'est ça, peut-être. Parce qu'en même temps, les gags de l'ours Barnabé ont un côté toujours très convaincant. On se dit, bah oui, au fond c'est vrai,
mais en même temps, c'est pas sérieux non plus. Parce que là aussi, parce que alors là, je fais un peu aussi l'hypothèse que Philippe fait ça pour renverser un petit peu les savoirs établis, parce que les savoirs établis tombent avec la charte du sérieux et d'une certaine manière nous enferment et vont nous empêcher, au fond, de penser librement et d'avoir un esprit créatif. Or que je trouve que quand l'ours Barnabé va proposer comme ça des sortes de liens un peu nouveaux qui en même temps ne sont pas sérieux, il y a à la fois quelque chose de stimulant, mais c'est jamais enfermant. Au fond, ça montre quelque chose, mais ça ne conclut jamais. C'est en fait une bande dessinée qui est très utilisée dans les écoles, parce qu'il y a un côté très pédagogique, et il y a énormément d'instituteurs qui l'utilisent. L'ours Barnabé, c'est l'autodidacte total, en fait. Donc c'est celui qui n'est jamais allé à l'école, et en même temps, c'est lui qui va être utilisé par beaucoup d'instituteurs. Il se retrouve un peu maître d'école. D'ailleurs, il y a des cas où tu le vois en train d'enseigner à ses oursons, un peu comme un maître d'école, mais en leur enseignant toujours des trucs un peu bizarres, quoi. Il est plantigrade. Oui, ben, c'est ça. Ben, enfin, moi, je le vois comme une réconciliation entre l'humain et l'animal, puisque c'est un animal qui peut, quand il veut devenir humain, il est doué de parole, mais quand il veut, il se remet à quatre pattes. Et il y a une solution harmonieuse. Il vit en pleine nature, mais en fin de compte, de temps en temps, on s'aperçoit qu'il peut aussi vivre dans une maison. L'ours Barnabé, manifestement, il est dans les Pyrénées. Ça représente une sorte de jardin naturel, puisque à cause de l'altitude et des conditions de raréfaction, les choses poussent, mais de manière limitée, et donc c'est pas une nature impénétrable, c'est quelque chose d'ouvert, et je trouve que ça ressemble à un jardin sans qu'on ait besoin de le cultiver. Avec des pelouses. Avec de véritables pelouses. Et donc la montagne, c'est un peu la nature humanisée. Il y a un peu l'image du paradis qui est toujours un jardin, parce qu'au fond, le paradis, c'est pas le retour à la nature, parce que la nature, ce serait plutôt la jungle. Donc, comme on dit, vivre dans une jungle hostile. Et en fait, le fantasme du paradis, c'est en réalité un jardin. Donc, c'est une nature qui est quand même humanisée, qui est jardinée par l'homme. Sauf que là, c'est un jardin naturel. Avec le principe qu'on peut monter en altitude ou descendre, on peut faire le réglage exact entre trop chaud ou trop froid. Oui, entre trop minéral ou trop végétal. Il y a le rapport à la vallée. Donc, de temps en temps, il peut venir en vallée, mais il peut en sortir, il peut s'évader. Donc, c'est une sorte de configuration. En géométrie variable. Oui. Et au fond, la montagne, le ciel est quasi accessible. Donc, on peut monter jusqu'au bout dans quelque chose qui est céleste, qui est minéral, qui est quasiment inhumain. Descendre jusqu'au bout dans les vallées qui sont totalement humaines. Et après, il y a toutes les graduations entre la partie pastorale, une partie un peu plus sauvage. Et au fond, l'ours, il y a une espèce de, je trouve, de rêve absolument incroyable. Il y a de voir sa liberté. Il peut aller aussi bien vers les cieux, vers la terre, entre les deux, dans le paradis. Je vois ça comme une sorte de réconciliation entre le ciel, la terre, la nature, l'homme, l'humain. Enfin voilà, quoi. Il y a quelque chose qui fonctionne, qui est assez original, je le trouve, comme univers au final. Oui, alors ça c'est curieux parce que le Bigfoot, je ne m'y suis intéressé que plus tard, par hasard, donc bon, je sais plus, ça fait 15 ans à peu près, Ouais, c'est ça. un truc comme ça. Et alors le lien, c'est que d'une certaine manière, j'aurais presque pu prendre un Bigfoot comme le personnage au lieu de prendre un ours, parce que le Bigfoot, finalement, moi, c'est aussi l'intermédiaire entre l'homme et l'animal, et qui est à la fois humain, animal, qui est une sorte d'homme sauvage, enfin, etc. Quoi. Et en faisant Zor Barnabé, j'ai presque fait un Bigfoot sans le savoir, finalement. Enfin, et sans savoir que je m'intéresserai à cette question plus tard. Philippe a fait 12 expéditions donc en Amérique du Nord à la recherche du Bigfoot. Voilà, où il recherche les indices, etc. Et donc si effectivement le Bigfoot c'est l'homme sauvage intermédiaire entre l'animal et l'homme, on a presque l'impression que sur le tard, il part faire des expéditions, rechercher le personnage qu'il a créé d'abord dans sa bande dessinée, par une espèce d'anticipation qui est quand même au final assez étrange. Et d'ailleurs le Bigfoot, dans des rares cas, quand il est vraiment très effrayé, il se remet à quatre pattes. Il se sauve à quatre pattes. Donc il a vraiment aussi cette possibilité d'être quadrupède ou bipède, comme l'ours Barnabé. Et alors après, est-ce que le Bigfoot, c'est pas un peu ton idée d'être un peu quand même en dehors de la société
Oui, alors après, il y a une espèce d'idéalisation de l'être humain idéal qui vit en pleine nature, qui n'a besoin de rien parce qu'il trouve sa nourriture partout et qui a quand même une forme d'intelligence bon, voilà, humaine. Bon, après, je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus sur le Bigfoot. Moi, c'est ton côté ours. Je vois Barnabé comme un personnage qui a une forme de disponibilité à son environnement. Donc c'est quelqu'un qui est dégagé donc, des besoins matériels et il est disponible. Ça veut dire qu'il va s'ouvrir à une question, un détail, quelque chose. Il est en fait toujours libre. Et je trouve que enfin, il pourrait représenter une forme de nouvelle utopie. Ce qu'on nous avait jusqu'ici beaucoup vanté, c'est une société du loisir. Et en fait, l'utopie, ce serait de partager le travail et plutôt de créer une société du temps retrouvé, mais un temps retrouvé qui ouvrirait à des activités créatrices et à des activités justement qui nous rendraient à nouveau disponibles au monde qui nous entoure, au lieu d'être toujours la tête dans le guidon. Et je trouve que le personnage de Barnabé, qui est un personnage qui est en fait entièrement positif, donc qui ne va pas voilà, se moquer de la laideur, de la bêtise, etc. Il aurait presque un côté mystique dans le sens où il est complètement en phase avec ce qui l'entoure, sauf que il échappe à cette dimension qui serait une dimension qui aurait un côté peut-être moralisant ou qui voudrait donner des leçons, etc. Parce qu'en même temps, c'est un animal, donc il est enraciné et au fond, il doit sa sérénité à une sorte d'instinct, d'enracinement dans la nature, en fait. Et je trouve que donc il peut représenter une espèce d'image d'un retour de l'homme dans une relation avec la nature, mais qui soit apaisée, qui soit une relation, je dirais, où tout ce qui nous arrive soit un petit peu perçu sous forme de ressources pour l'esprit, en fait. Enfin, une relation d'émerveillement, en fait. Au fond, c'est un peu comme un réenchantement du rapport au monde. Quand il s'agit de dessiner une planche, je la dessine à la main et je continue à la dessiner à la main. Donc pas de tablette graphique pour dessiner une planche. En plus, je tiens à conserver des originaux. Parce que si on dessine à la tablette graphique, il n'y a plus d'original. Et le moindre bug informatique ou orage solaire ou je ne sais quoi enfin, bon, bref, il n'y a plus rien. Alors ensuite, la seule différence, c'est la mise en couleur. Quand ça sortait dans une revue, en fait, il y avait des coloristes qui travaillaient dans la revue, qui mettaient les couleurs donc à la gouache, en fait. Et moi, je leur faisais que des indications couleurs. Oui, sur des calques. Bon, et ensuite, quand c'était sorti en album, avant que l'ordinateur n'existe, alors la mise en couleur, en fait, l'imprimeur nous envoie en bleu de coloriage, parce qu'il imprime les couleurs à part du trait noir. Et donc c'est la planche avec un trait bleu qu'on met nous-mêmes en couleur. Et donc, au lieu de la mettre en couleur à la gouache, j'utilisais un aérographe, donc qui a un petit pistolet à peinture, avec des systèmes de cache autocollants qu'il faut découper, enlever. Enfin, c'est un système de pochoir. Donc c'était assez fastidieux, les mises en couleur. Et quand l'ordinateur est arrivé, et bon, évidemment, il suffit de scanner la planche et après faire la mise en couleur sur ordinateur. Et ça donne à peu près les mêmes résultats qu'avec un aérographe. Mais bon, et ça va quand même plus vite. Voilà, donc il y a un gain de temps, disons, avec l'ordinateur pour la mise en couleur. J'en fais un par an, mais finalement c'est la recherche des gammes qui me prend le plus de temps, en fait. Parce que le dessin, finalement, bon, j'arrive très facilement à les dessiner en 2 mois, finalement. Donc 2 mois, oui, et la mise en couleur, tu mets quoi? 15 jours. 15 jours. Et par contre, la recherche de gags? Oui, 6 mois. Si. Oui, alors après j'en fais beaucoup et c'est mon frère qui les sélectionne. Voilà, de temps en temps, il m'apporte des brouillons. Non, non, pas clair, insuffisant, pas bon, raté, à jeter, à dégager. Ah bon, à la rigueur. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que bon, dessiner, plus on dessine, plus on développe un savoir-faire et plus ça devient facile.
Alors que chercher des gags, il faut repartir à zéro à chaque planche, quoi, en fait. Enfin, il n'y a aucun savoir-faire, il n'y a pas de méthode, et donc c'est un casse-tête qui dure depuis pas mal de temps. 40 ans de casse-tête. L'ours Barnabé n'a pas d'histoire. J'avais dit qu'au fond, il n'avait pas de problème psychologique, et il n'était pas caractérisé, il n'est pas dans un destin. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un personnage non caractérisé, donc il ne va pas être fixé dans un métier, une identité, parce que les humains s'identifient toujours à quelque chose. Je suis président, je suis épicier, je suis coiffeur, je suis ceci, je suis cela. Ça permet d'aider à l'absence de sérieux. La prise du sérieux est toujours liée à l'identité, et l'identité peut toujours être blessée, en fait. Donc dès qu'on a une identité, on a quelque chose à défendre. Donc lui, du coup, il n'a pas d'histoire personnelle parce qu'il n'est pas caractérisé, et qu'au fond, il refuse d'avoir une identité. Et après, alors il y a les histoires de l'ours Barnabé, mais au fond, ce sont toujours des histoires ludiques. Du point de vue mystique, quand on regarde les maîtres zen ou tous ces gens-là, ils arrivent à avoir cette espèce de révélation qu'au final, rien n'est sérieux. La vie, la mort nous paraissent tragiques, mais en réalité, ça ne l'est pas, c'est juste notre point de vue qui est erroné, en fait. Et que donc, au fond, si on se place du côté de l'humour, du ludique, de la poésie, du rêve, etc., au lieu que ce soit une évasion par rapport au tragique de la vie, on serait réellement dans le réel de la vie, et le côté tragique serait juste une projection qui serait liée à une forme d'ignorance. L'ours Barnabé, lui, il est naturellement dans cette dimension décontractée, heureuse, il s'en fait pas, et rien ne peut lui arriver, sauf des histoires rigolotes. Il y a le tome 22, d'ailleurs qui est pratiquement terminé. Oui, qui est terminé. Oui, tu as fini de décider le tome 22. Je vais le montrer à mon frère pour qu'il voit aussi que tout aille bien. Puis après, il y a une mise en couleur à faire. Et puis avec celui-ci, non, mais il en manque encore un pour faire une intégrale 6, qui sont réunis par 4 albums. Il n'y a pas de thème, mais quand même tu reviens souvent sur le thème de l'art. C'est vrai que le thème de l'art est assez récurrent. Ouais. Mais parce que, oui, enfin l'art, disons les peintures. Peinture, sculpture. Et sculpture, mais parce que c'est un thème graphique, une plasticité qu'on peut utiliser. J'aurais tendance à dire que le rapport à l'art est un rapport d'ordre intuitif, et non pas un rapport qui demande une connaissance quelconque. Ça convient très bien à l'ours Barnabé qui a un rapport intuitif, mais qui n'accumule jamais de connaissances, en fait. Alors il n'est jamais critique de rien, sauf d'une chose, l'art contemporain. Alors de temps en temps, il descend dans les vallées, il visite des galeries, et il y a pratiquement toujours que des toiles blanches. Alors qu'est-ce que tu ne supportes pas dans l'art contemporain? C'est le principe du concept. C'est que l'art contemporain est toujours conceptuel. En fait, c'est parce que quels que soient les myriades de mouvements d'art contemporain, c'est toujours de l'art conceptuel. Et le concept, c'est un truc réfléchi, et donc c'est pas intuitif, et il n'y a aucun mystère dans un concept. Le dessin d'humour intemporel, tel qu'il existait autrefois, qui n'était pas lié à l'actualité, est un genre qui a complètement disparu. Les seuls qui résistent un peu, c'est Sampé ou des gens comme Vooch, mais là c'est un humour sociologique qui a quand même un petit peu à voir avec quand même quelque chose de l'ordre de l'actualité. Et je trouve qu'il y a quand même dans l'ours Barnabé un esprit, je trouve, du dessin d'humour intemporel, puisque c'est quand même globalement complètement intemporel. Ça, je pense que ça peut complètement traverser le temps, les arts, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est traduit, ça marche bien en Chine et aux États-Unis. En fait, donc dans des cultures complètement différentes, il y a quelque chose d'assez universel. Je trouve que l'ours Barnabé, alors un peu déguisé en bande dessinée, mais sans en être une vraie, participe d'une continuation de cet esprit du dessin d'humour intemporel qui a quasiment disparu aujourd'hui. Et puis un genre justement qui peut être poétique, onirique, enfin voilà, là, pas toujours être dans un humour grinçant, même si l'humour grinçant a son rôle à jouer. Mais il n'y a pas que ça. C'est l'une des rares œuvres qui est vraiment dans une dimension poétique. On pourrait revenir aussi au fait qu'il y a cette séparation entre les adultes et les enfants.
et que ce qui est pour adultes ne pourrait être que ce que les enfants font, n'ont pas le droit de voir. Parce que bon, effectivement, si on ouvre Charlie Hebdo, les enfants ils vont être choqués par certains trucs, quoi. Alors, mais comme si les adultes ne pouvaient s'intéresser qu'à ça. Et Oui, c'est ça. Alors que là, au fond, oui. c'est quelque chose qui réunit les enfants et les adultes. Accompagner une œuvre avec un éclairage, ça peut permettre de faire prendre conscience voilà, d'une certaine complexité de l'œuvre, là où quelquefois on lit les choses de manière un peu, voilà, un peu rapide, un peu légère, effectivement. Et donc, si c'est réussi, à ce moment-là, là, ben, le but est atteint. Voilà, là de faire comprendre la singularité de ce travail. C'est bien que mon frère ait écrit ce livre, parce que j'aurais été incapable de l'écrire. Et qu'effectivement, disons, il l'intellectualise beaucoup mieux que moi. On demande aux auteurs d'analyser leur propre œuvre, alors qu'en en fait, ils ne pensent strictement à rien quand ils font ce qu'ils font. Ben, l'œuvre dépasse l'auteur. Et l'intérêt d'ailleurs d'un travail de création, c'est qu'on est soi-même. Si ce qu'on fabriquait ne nous dépassait pas, ce serait extrêmement ennuyeux de le faire. Le fait de créer, c'est pas une expression de soi. Parce que s'il s'agit de s'exprimer, autant pousser des cris, autant voilà. On fabrique quelque chose qui est autre et qui va nous étonner nous-mêmes quand ça fonctionne, hein, parce que ça peut très bien ne pas fonctionner. Et du coup, du moment qu'on a fait ça, on est quand même débordé par ce qu'on fait. Ce qui fait que si après on en parle, on va toujours en parler d'une manière un peu réductrice. Alors des fois, ça peut être bien que ce soit justement des regards extérieurs qui peuvent donc comme ça apporter une vision. Je pense que la plupart des auteurs, disons, ne sont pas conscients des conséquences que possède le travail qu'ils ont fait, en fait. Enfin, des implications que ça possède. Et ça peut être d'autres personnes qui vont justement pouvoir ensuite rebondir dessus. Et ça peut être après l'occasion justement... Souvent, une œuvre peut inspirer un autre auteur, parce que l'autre auteur va en voir des développements presque inachevés, et que lui aura envie de reprendre, en fait. Il y a des fils conducteurs comme ça, invisibles. Quand on demande à un auteur quelles sont les œuvres qui vous inspirent, par certains côtés, c'est assez difficile de répondre, parce que si on est inspiré par un travail, en général, on va faire quelque chose de différent. Oui. Parce qu'on va faire ce que le travail qui a fait, oui, on n'a pas fait, enfin ce que l'autre n'a pas fait. Voilà, ce que l'autre a révélé, mais en même temps qu'il n'a pas fait, en fait. Le lecteur, d'une certaine manière, je trouve qu'on lit, c'est un travail de création aussi. Puisqu'il faut s'accommoder sur quelque chose qui est quand même différent de nous. Et ce travail d'accommodation fait qu'on va se réinventer nous-mêmes. Et ça va ouvrir en nous d'autres perspectives, mais que l'auteur, lui, n'aura pas non plus prévu, parce qu'on est quand même différent. Et je trouve que lire, si on lit vraiment attentivement, c'est un travail de création. Oui, un petit peu, finalement, oui. Alors après je ne saurais pas trop dire lesquels. Non, il faudrait que tu le relises. Oui, il faudrait que je le relise, c'est ça. Il faut qu'il révise, en fait. Voilà, c'est ça.